Oui, parfait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette première conférence organisée par la branche santé, climat, environnement. Pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous sommes des étudiants en médecine de Genève et nous avons pour but d'un peu sensibiliser sur les liens qui existent entre la santé et l'environnement, notamment dans le contexte du dérèglement climatique. Moi, je m'appelle Estelle, je suis en 5e année de médecine et je suis vraiment ravie de vous accueillir ce soir pour parler de santé, de climat et d'action. Je vais introduire un peu le sujet en disant que le changement climatique, c'est une réalité qui est déjà bien présente aujourd'hui et que la Suisse n'est pas épargnée. On est déjà à plus 2 degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Et les conséquences de cette destruction de notre environnement sur notre santé, si elles sont bien établies scientifiquement, elles ont encore du mal à être intégrées par la population, mais aussi par les professionnels de la santé. Je ne sais pas si vous êtes nombreux à travailler dans ce domaine aujourd'hui, mais on va pouvoir discuter ensemble de tout ça. Et sans information, il semble difficile de passer à l'action. Donc, c'est pour ça qu'on essaye un peu de sensibiliser sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au rôle du système de santé face au dérèglement climatique. Déjà parce qu'il y contribue de manière significative. Le système de santé au niveau mondial, c'est 5% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça représente un pays comme le Japon. Et un hôpital comme les HUG, c'est environ 120 000 tonnes de CO2 par an. Donc, c'est 120 000 allers-retours Paris-New York. Ça fait beaucoup de fois le tour du monde pour soigner les gens. Et justement, on ne peut pas dire aux gens « Ah, mais ne va pas chez le docteur parce que ça pollue ». Donc, il va falloir trouver ensemble des solutions pour adapter notre façon de soigner, non seulement pour décarboniser le système de santé, mais aussi pour le rendre plus résilient face aux crises qui ont et qui vont avoir lieu. Pour s'interroger sur toutes ces questions, nous avons la chance d'accueillir 2 jeunes médecins, John Nicolet de Lausanne et Armand Tanner de Genève, qui vont tous les 2 nous parler pendant une trentaine de minutes de leurs travaux de recherche et de leur vision des tâches à accomplir. Un temps de discussion est ensuite réservé à la fin pour vous poser vos questions. La conférence, elle est enregistrée, donc si jamais vous ne voulez pas poser vos questions en direct, il y a le chat qui est disponible et on transmettra avec plaisir vos questions aux intervenants. Et je laisse maintenant la parole à Ava qui va animer la suite de la conférence. Merci Estelle et bienvenue à tous. Ça nous fait très plaisir de vous voir si nombreux. Nous allons donc commencer cette conférence, par une première intervention de John Nicolet, qui est un jeune médecin membre de l'association JHAS à Lausanne, jeune association de jeunes médecins suisses. Il est actuellement en train d'écrire une thèse qui est centrée sur l'empreinte carbone des cabinets de médecine générale en Suisse, et il nous parle aussi de l'impact des soins primaires sur le bilan carbone, tout en proposant quelques pistes de réflexion et quelques solutions à ce sujet-là. Il a déjà pu présenter son travail lors des assises de médecine l'année passée en 2020 et il a très gentiment accepté de venir nous en parler ce soir aujourd'hui. Donc John, je te laisse la parole. Merci beaucoup, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci déjà pour l'invitation. En fait, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir de pouvoir vous parler un petit peu des différentes choses qu'on fait actuellement à Lausanne à Unisanté. Et puis sans plus attendre, je partage mon écran. Hop. Voilà. Donc, c'est un travail qui a été fait il y a 2 ans maintenant. On a essayé de se poser la question, effectivement, comme vous disiez en introduction. La tâche, elle est immense par rapport au réchauffement climatique. On verra aussi ça en deuxième partie. Et puis, les informations actuellement, il y a beaucoup d'informations globales sur l'impact d'un système de santé en entier, mais on manque encore, ça vient de plus en plus, mais d'informations précises sur toutes les parties du système de santé finalement, qui impacte combien. Et puis, c'était l'objet de cette étude qui est encore en cours. Et là, on s'est vraiment intéressé alors aux soins primaires et puis particulièrement à un cabinet de médecine de famille finalement. Combien est-ce qu'il impacte? Qui est-ce qu'il impacte en termes de CO2? Donc, l'étude éco-conception, juste 2-3 mots pour la méthodologie. Donc, on est allé visiter 10 cabinets de médecine de famille en Suisse romande, tant des cabinets urbains que des cabinets plus reculés. Et puis, on a vraiment fait ce qu'on appelle le cycle de vie. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le cabinet et finalement, on s'est intéressé ce cabinet dans les détails, qu'est-ce qu'il a comme impact?
C'est-à-dire pas seulement tous les jours, combien est-ce qu'il consomme d'électricité, de fuel, combien est-ce qu'il fait venir de patients, mais sur l'ensemble de sa durée de vie. Donc, on a aussi pris, par exemple, l'impact de la construction du bâtiment, le recyclage ensuite du bâtiment, la construction de tous les appareils qui sont dans le cabinet. On s'est aussi intéressé à qui venait dans ce cabinet, les patients et les patientes, comment est-ce qu'ils venaient dans le cabinet, les généralistes, combien est-ce que les généralistes travaillaient, à combien de pourcentage et autres. Et puis l'idée, c'était vraiment d'avoir une idée globale sur quel était l'impact par rapport à ça. On a été vraiment dans les détails, on a considéré plus de 130 paramètres, on a pesé les lits, on a pesé les stéthoscopes, on est vraiment allé dans le détail. Aussi, les généralistes ont été extrêmement généreux parce qu'ils nous ont ouvert toute l'information et puis les comptes qui nous permettaient un petit peu d'évaluer exactement combien le cabinet avait comme activité. On a aussi pu compter en mètres carrés le nombre de pansements, par exemple, qu'un cabinet utilisait. On voulait vraiment être très précis pour pouvoir avoir des chiffres ensuite qui soient utilisables. Et puis, l'idée, c'était ensuite, à la fin, de pouvoir donner un certain nombre de recommandations aux médecins généralistes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on avait le bilan détaillé de ces 10 cabinets, puis on les a mis ensemble pour créer une sorte de cabinet type. Et puis ensuite, on a travaillé sur ce cabinet type parce que ce cabinet type nous donnait finalement le bilan carbone d'un cabinet type en Suisse romande. Et ensuite, on s'est amusé aussi par consultation. On s'est posé la question quand un ou une patiente vient chez son généraliste, en moyenne, combien est-ce que ça impacte au niveau CO2. Je vous donne quelques informations sur ce cabinet moyen. Donc, on a mis ensemble, c'est un cabinet où il y a 2 médecins à plein temps, 2 assistantes médicales à plein temps. Il fait 207 mètres carrés de surface. Et puis, il assure 6273 consultations, ce qui fait 24 par jour, donc 12 par médecin à plein temps par jour. Ça, c'est le résultat donc, de ce cabinet moyen. Donc là, vous avez sur la gauche le 100% et puis détaillé certaines choses sur la droite. Donc, on voit déjà une information qu'on retrouve dans beaucoup d'études de durabilité et d'éco-bilan, c'est que toutes les notions de transport et de chauffage, donc de bâtiment, c'est souvent ça qui ressort et c'est souvent là où il y a le plus d'impact. Et puis, on était assez content de retrouver aussi ce genre de choses. Donc, entre le chauffage, transport des professionnels, des patients, c'est plus de 80%, on touche presque les 90% de l'impact. Donc, c'est vraiment là aussi où les actions auront le plus d'impact, vous le verrez par la suite. Et puis, on s'est posé justement la question, finalement, quand vous allez voir votre médecin généraliste, en moyenne, toute population et tout patient confondu, combien est-ce que ça produit de CO2? Et puis, c'est 5 kg de CO2. Alors, on a déjà entendu plusieurs chiffres ce soir par rapport à des kilos de CO2, des tonnes de CO2. Moi, avant de commencer ça, je n'avais aucune idée vraiment de ce que ça représentait. Donc, je vais juste vous donner quelques chiffres qui pourront peut-être vous permettre de vous rendre compte un peu mieux de ce que ça représente finalement, 5 kg de CO2, parce que c'est là, ça vole autour de nous. C'est 20 km, une voiture à essence qui roule pendant 20 km produit 5 kg de CO2. C'est ce qu'un arbre absorbe pendant 2 mois. On va rester bien au niveau de la Suisse. C'est une fondue au fromage pour une personne. Donc là, de nouveau, c'est l'ensemble du cycle, donc la production du lait, l'entretien de la ferme, la production du fromage. C'est vraiment tout qui est mis dedans. Alors, de nouveau, ça nous donne un peu plus d'idées, mais quand même, on se dit, OK, mais est-ce que ça veut dire que c'est beaucoup, c'est pas beaucoup et tout? Peut-être que vous avez déjà entendu parler d'une notion qui s'appelle le budget carbone. Le budget carbone, c'est une notion où on se dit finalement, chaque personne sur Terre, quelle est la quantité maximale de CO2 qu'elle peut produire par année toute sa vie en prenant en compte aussi l'accroissement de la population. Ça dépend un peu des études, mais ça varie entre 600 kg et puis 1 tonne par personne. Donc là, c'est comme si vous aviez 1000 francs et puis chaque fois que vous allez chez votre médecin, ça vous coûte 5 francs par année, enfin 5 francs par consultation. Qu'est-ce que ça signifie par rapport à l'organisation des soins? Et puis, 1 tonne de CO2, c'est aussi ce que le système de santé suisse dans sa globalité, donc tous les soignants et soignantes confondus, tous les systèmes de soins au niveau de la Suisse, c'est 1 tonne par habitant et par année. Ça veut dire que rien qu'avec la santé, actuellement dans notre système de santé, on grille déjà tout notre budget. C'est-à-dire qu'on n'aurait vraiment plus, on pourrait plus s'habiller, on pourrait plus se nourrir et autres. Donc, rien qu'avec ce qu'on consomme actuellement en termes de santé, ou plutôt en termes de système de soins, on est déjà en fait à la limite de notre budget carbone par personne. Voilà pour vous donner quelques chiffres. Maintenant, pour ceux et celles qui vont peut-être un jour s'installer ou qui sont peut-être déjà installés, je vous donne une partie des actions qu'on a recommandées, qui sont là. Il y a 4 domaines. Ce qu'il faut surtout retenir,
c'est qu'en fait, il y a un potentiel d'amélioration qui est énorme. C'est-à-dire on a fait une sorte de… Je vous ai dit qu'on avait pris ces 10 cabinets, puis on avait fait un peu un cabinet moyen. On s'est aussi amusé à, parmi ces 10 cabinets, de prendre les pires pratiques et puis de les mettre ensemble, puis de prendre les meilleures pratiques et puis de les mettre ensemble. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un facteur 10. C'est-à-dire que potentiellement, un cabinet en fait, peut améliorer, donc peut diminuer son bilan carbone de 10, ce qui est déjà réjouissant. Ce n'est pas juste 5% de moins, mais ça peut être divisé par 10. Je vous donne les actions qui sont subdivisées en 4 domaines qui vont chaque fois du plus impactant jusqu'au moins impactant. Et puis, vous verrez qu'il y a aussi une trame par rapport à celles qui vont impacter le plus en termes de CO2. Ce n'est pas forcément celles qui impactent le plus en termes de pratiques cliniques. Ça, c'est aussi intéressant. Alors, bien sûr, tout ce qui tourne autour de l'infrastructure, le fait de diminuer le chauffage d'un cabinet de 1 degré, le fait de couper l'eau chaude des cabinets, le fait de redimensionner la surface à 60 mètres carrés par médecin, et puis éteindre l'appareil de radiographie. Il y a certains cabinets qui ont pu en fait diminuer leur facture d'électricité, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois 20 à 30%, rien qu'en fait en éteignant l'appareil de radiographie et ne le laissant pas en veille la nuit. Ça, c'est peut-être aussi un message. Là, il y a un gain carbone déjà assez grand. Et puis, certaines actions, pas toutes, peuvent avoir un gain économique, ce qui n'est pas complètement intéressant, surtout pour des cabinets qui sont des PME, puis qui doivent aussi réfléchir à ce genre de choses. Je précise encore que toutes les actions que je vous présente là, on les a mises sur pied avec un groupe de médecins généralistes pour essayer d'être le plus proche de la pratique possible et puis pas d'arriver avec des actions qui sont finalement impraticables ensuite dans le quotidien. Mobilité, si vous incitez 80% des soignants à renoncer à utiliser la voiture pour se rendre au cabinet, ça, pour ceux et celles qui travaillent dans les hôpitaux, on connaît déjà, hein, c'est le fait si vous renoncez à prendre une place de parking, mais que vous prenez un abonnement de bus ou vous achetez un vélo, il y a un certain nombre d'incitations. Est-ce que c'est des choses qui doivent se mettre en place dans les cabinets? Est-ce que pour les personnes qui ouvrent un cabinet, se poser la question, est-ce qu'on va le mettre à côté d'un arrêt de bus? Est-ce qu'on va le mettre à côté d'une gare pour que le personnel ou soi-même, on puisse venir simplement en mobilité douce à vélo? C'est des questions qui peuvent se poser. Et puis, inciter 10% des patients, alors on a été gentil, hein, 10% des patients à renoncer à utiliser la voiture pour se rendre au cabinet. Au début, on s'est dit, bon, quand on va chez son médecin généraliste, on n'est souvent pas bien. Est-ce que vraiment, c'est le moment où on a envie de faire du vélo, de la trottinette ou de venir en bus, quoi. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de fois qu'on vient chez son médecin généraliste, on n'est pas bien, mais il y a aussi plein de fois où quand on vient chez son médecin généraliste, c'est pour un suivi. Il y a beaucoup de personnes avec des maladies chroniques qui viennent simplement pour un suivi. Et puis, la mobilité, là on commence à parler des co-bénéfices, le fait d'augmenter sa mobilité douce, ça va avoir non seulement un impact sur la santé directe de la personne, le fait d'augmenter son activité sportive, mais ça va aussi avoir un impact à long terme sur la santé de la planète. Et puis ça peut rentrer dans une consultation, dans un entretien motivationnel, finalement, d'inciter les gens, ok, vous laissez tomber votre voiture, mais ce n'est pas que pour vous, c'est aussi pour une idée plus globale de votre santé et de la santé de la population. Sous-traitance, alors ça c'est très technique peut-être pour l'organisation d'un cabinet, mais on s'est rendu compte que 6% de l'impact global d'un cabinet, en moyenne, 6% de l'impact global d'un cabinet, c'est le coursier ou la coursière qui vient chercher une prise de sang à 5 heures l'après-midi. Donc c'est tout d'un coup, il y a un patient qui a besoin d'une prise de sang, on fait la prise de sang, on fait venir le coursier, et puis en fait, le coursier se déplace juste pour quelques échantillons pour un patient. Et on se pose la question, mais finalement, c'est là où la pratique commence où on doit se poser des questions sur notre pratique, mais finalement, dans quelle situation clinique est-ce qu'on aurait besoin tout d'un coup de faire une prise de sang en urgence ? Questions aussi d'organisation du cabinet qui peuvent se poser. Les deux autres, elles découlent un peu de celle-ci. John, excuse-moi, Oui. on t'a coupé on t'a perdu pendant les 30 dernières secondes là. Ah, pardon. Alors, je reparle peut-être, vous m'avez entendu par rapport au coursier en urgence? C'était peut-être juste à ce moment-là que… Ok. Donc, je disais que sur l'ensemble d'un cabinet, 6% de l'impact, ça vient en fait du fait de faire venir le coursier ou la coursière en urgence, typiquement la prise de sang en fin d'après-midi. Et là, on peut se poser la question, finalement, dans quelle situation clinique on a besoin d'avoir
une prise de sang en urgence qui doit partir au laboratoire. Les exemples, comme je disais avant, qui viennent en tête, c'est justement doser des dédimères, des troponines, éventuellement une CRP, mais tout ça, c'est des choses qui peuvent se faire directement dans un laboratoire, dans le cabinet. Et puis, du coup, ça pose un peu la question de la pratique, en fait. Et est-ce que finalement, si c'est des choses qui ne sont pas urgentes, est-ce qu'on a besoin de faire cette prise de sang ou est-ce que c'est des choses qui peuvent être remises à plus tard? Consommable, ça c'est aussi par rapport plutôt plus pratique pour les cabinets, ne pas utiliser de papier de lit plastifié, ça se fait quasiment plus. Doubler la durée de vie des ordinateurs, au lieu d'utiliser 4 ans, utiliser 8 ans. Et puis favoriser du matériel de soins minimisant les emballages. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses qui sont suremballées. On peut se poser la question, est-ce qu'on a toujours besoin que, par exemple, les compresses ou les pansements soient stériles? Dans certaines situations, on n'a peut-être pas forcément besoin de ça. Limiter les déchets aussi, là, ça a du sens. Donc, ce que je disais, c'est qu'on a un grand potentiel d'amélioration dans les cabinets. Les domaines principaux, c'est justement le transport et puis toutes les notions liées autour du bâtiment, en particulier du chauffage. Et pour l'instant, mais ça, on pourra en discuter encore plus dans la soirée, toutes ces actions, elles ont un impact relativement faible sur la pratique clinique. Donc, on n'a pas besoin de changer la manière dont on pratique la médecine pour déjà avoir un grand impact. Est-ce que ça sera suffisant pour avoir un bilan carbone à zéro CO2? J'en suis pas tout à fait sûr, mais ça nous permet déjà d'engager la discussion et puis d'engager les forces. Merci beaucoup, John, pour cette présentation. Pour rebondir rapidement directement, j'aurais juste une ou deux questions pour toi. Ouais. La première, c'est que donc pour cette étude, vous avez réalisé un éco-bilan pour des cabinets de médecine ambulatoire, mais est-ce que tu sais s'il existe des études similaires qui ont été faites pour les hôpitaux? Alors oui, il y a des études similaires qui ont été faites dans les hôpitaux. Il y en a une qui a été faite sur l'ensemble du système de santé anglais, qui est sortie dans le Lancet il y a moins d'un mois. Je crois que je l'ai mis juste après. Voilà, donc là où on compare en fait les différents. Alors, ils ont fait sur l'ensemble du système de santé anglais, et puis ils se sont ensuite intéressés à chaque sous-domaine, mais à chaque fois de manière de manière globale en fait. Et puis là, les grosses différences, c'était surtout au niveau au niveau du bâtiment, au niveau bien sûr l'hôpital, il a tout ce côté, j'allais dire hôtelier, mais ce côté où il doit accueillir des patients la nuit, où il y a beaucoup plus de personnel, et c'est surtout là les grandes différences qu'on va retrouver. D'accord, super, merci. Donc, on aura l'occasion d'en rediscuter par la suite. En attendant, on va continuer et enchaîner par une deuxième présentation, cette fois faite par Armand Tanner, qui, lui, est chef de clinique au service de médecine de première cour au HUG. Et il est actuellement en train d'écrire un article illustrant les enjeux climatiques et le rôle des professionnels de soins face à ceux-ci. Il a très gentiment aussi accepté de venir nous en parler ce soir et de nous partager ses réflexions et ses résultats. Donc Armand, je te laisse la parole. Ok, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous remercie aussi infiniment d'avoir organisé cette soirée de conférence. Il y a quelqu'un qui parle juste en même temps. Je vais le mettre juste en muet. Ouais, c'est bon. Et voilà, je reprends, pardon, je vais partager l'écran. J'ai une présentation qui est un peu plus volumineuse que celle de John. Donc, si jamais c'est trop long pour vous, vous me faites signe. Je vais commencer par le début. Ce sera mieux. Alors, je vais avoir Voilà. Bon, je commence alors. Donc, ma présentation, elle est plus globale. Hein, j'ai prévu de vous donner les clés. Alors, peut-être que c'est déjà quelque chose d'acquis pour une bonne partie d'entre vous, pour vous donner les clés de compréhension en fait, de ce qu'est le problème. On parle beaucoup de climat, on parle de biodiversité, on parle de plein de choses comme ça qui ont l'air d'être des gros sujets. Et moi, j'aimerais bien vous apporter un éclairage, et c'est ce que je fais avec une collègue dans un article qui sera bientôt publié, c'est-à-dire de faire un peu un état des lieux de ce que la science connaît, et puis de voir un petit peu quelles sont nos possibilités d'action derrière. Donc, je vais passer les slides si j'arrive. Voilà.
Donc, je vais introduire. On dit souvent, voilà, il y a l'augmentation des gaz à effet de serre due aux activités humaines. Et ces activités humaines, je vais les introduire. C'est des choses assez simples. C'est se nourrir, se loger, se chauffer, travailler, s'amuser, se divertir, partir en vacances, faire la société aussi, avoir des systèmes de société qui sont fonctionnels. Et puis, les activités humaines, elles ont toujours eu un certain impact, mais elles ont un impact beaucoup, beaucoup plus important depuis depuis qu'on a vécu la révolution industrielle. Et aussi depuis qu'on suit un modèle de société qui est vraiment répandu à travers le monde, qui est celui de l'extractivisme, du productivisme et du consumérisme, et qui est basé dans l'économie de marché sur la croissance économique. Et ça nous amène, cette activité plus ce mode de fonctionnement nous amène à un usage massif d'énergie à vraiment haute intensité, principalement d'énergie fossile, et puis ça nous amène à occuper 70% de l'espace terrestre non gelé depuis ces quelques décennies, et puis ça amène une prédation aussi massive sur la nature et une production massive de déchets. On a toujours eu un impact sur l'environnement, au début plus faible, mais on est déjà, l'être humain avant l'industrialisation était déjà responsable de la disparition des grands mammifères comme le mammouth, etc. Et puis la domestication depuis plusieurs milliers d'années a passablement modifié l'environnement, mais d'une manière beaucoup moins importante. Les activités humaines, maintenant, ce qu'elles représentent, c'est à peu près ce que vous voyez sur l'image. C'est pas manger, se dormir, etc. Mais la conséquence derrière, ce qu'il y a derrière, c'est des centrales à charbon, c'est un système industriel juste gigantesque, un parc de machines, de voitures, de camions, etc., qui est extraordinairement grand, et puis aussi tout l'aspect de l'usage des terres, de l'agriculture, la déforestation, etc. Donc, pour vous parler encore plus dans la globalité des bases scientifiques, on vit actuellement une époque qui s'appelle l'Anthropocène, qui est l'époque caractérisée par justement l'activité humaine comme principale force géologique qui modifie le système Terre. En gros, on détruit de manière très très rapide la biosphère, donc la sphère du vivant, et également on a un impact sur la lithosphère parce on va trouer la Terre comme l'image de droite pour extraire nos précieux matériaux. Et on parle aussi depuis quelques années du terme de la grande accélération. Comme on vit dans un système qui est en croissance exponentielle, forcément les choses s'accélèrent en permanence. Et on voit un accélérement du développement des sociétés humaines encore plus fort depuis 1950, mais déjà assez important depuis le début de la révolution industrielle. Ce qui engendre évidemment des choses positives pour le développement humain, mais aussi des choses négatives. Donc ici, on voit dans les choses qu'on pourrait considérer comme positives, on voit l'augmentation de la population en haut à gauche, l'augmentation de la population urbaine, l'utilisation des transports, des télécommunications, etc. On a beaucoup progressé sur beaucoup de choses. Et en contrepartie, à l'échelle de la biosphère ou de tous les cycles de la Terre, on voit une augmentation des gaz à effet de serre qui est exponentielle elle aussi, la destruction de la pêche, enfin, la diminution des captures de pêche, des crevettes qu'on voit augmenter de manière faramineuse, la perte de forêts primaires tropicales, etc., etc. Là, je vous montre un exemple qui concerne la démographie, qui fait partie clairement de la grande accélération. Alors, on ne peut pas observer le caractère exponentiel sur cette courbe parce que c'est une courbe logarithmique, enfin, c'est un tableau logarithmique. Et ça nous donne un indice de comment a évolué la démographie sur la planète durant les 65 derniers milliers d'années. Donc, je suis remonté exprès assez loin pour vous montrer qu'il y a des périodes de grande stabilité, avec tout d'un coup des sauts. Et puis, quand on regarde tout ce qui se passe tout au bout, là, à droite, c'est la révolution industrielle avec la croissance démographique qui va juste à la verticale. On voit qu'il y a eu ici, qui est assez importante, juste avant, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais entre moins 10 000 ans et puis Jésus-Christ, il y a eu, puis l'an 0, il y a eu ce qu'on appelle l'Holocène. C'est l'époque géologique qui précède l'Anthropocène et qui est caractérisée par un climat très stable, qui était reproductible. Les saisons étaient reproductibles d'année en année et ça a permis à l'être humain de comprendre qu'il pouvait planter des graines, etc., puis récolter l'année d'après. Et tout ça, ça a permis de nourrir plus de gens, d'augmenter la capacité à l'humain de vivre et donc
d'augmenter sa population. Donc, on part de moins de 1 million d'individus sur la planète il y a très longtemps, et on a fait un deuxième palier autour des 5-10 millions d'individus, et puis ensuite, il y a eu une espèce de grand boom, et maintenant, on se retrouve à 7,8 milliards. Pour vous illustrer plutôt le caractère exponentiel, donc sur ce graphique qui n'est pas logarithmique, on voit que sur les 200 derniers milliers d'années, on est passé grosso modo de 500 millions de personnes à 7,8 milliards. Ça explose le cadran sur le truc. Donc, on a un impact qui est vraiment, et l'accélération, ça c'est vraiment l'exemple vraiment le plus frappant de l'accélération, de la grande accélération. Maintenant, les bases scientifiques concernant le système Terre. Le système Terre, c'est un système qui est complexe, qui a plusieurs sous-ensembles, plusieurs sous-systèmes, et qui est en équilibre instable en permanence. Et on vivait jusqu'à la révolution industrielle, plutôt par rapport à la biodiversité en tout cas, une période très floride de la Terre, donc un moment de l'existence de la Terre qui porte beaucoup d'espèces végétales, animales à sa surface. Donc, on a des limites qui ont été définies par la science, et on voit ici sur ce tableau, le cercle du centre, c'est le vert, ça veut dire que tout va bien pour le système Terre. En jaune, c'est qu'il y a une zone d'incertitude, on est en train de ronger, on est en train de se rapprocher de la limite, et puis en rouge, c'est qu'on est au-delà. On sait qu'il y a un impact qui est vraiment destructeur sur un des sous-ensembles de système, et c'est là où on rentre en scène avec nos activités. Je vais passer un peu plus rapidement je vais revenir juste là sur les différentes limites planétaires qui sont dépassées déjà ou en voie d'être dépassées. La première, c'est le cycle de l'azote et du phosphore. On en parle assez peu, mais en réalité, c'est l'épandage des engrais pour l'agriculture qui est responsable de ça. Et les engrais azotés, phosphorés vont aller dans les cours d'eau et puis vont arriver finalement à créer des zones mortes aquatiques. On parle d'eutrophisation puis de zones mortes aquatiques. Qui se voit de manière exponentielle, qui se développe de manière exponentielle depuis les années 60. Et pour peut-être rappel, dans les grandes extinctions biologiques de masse, les phénomènes d'anoxie océanique, qui sont le même processus, mais à une échelle un petit peu plus grande, même ce qu'on le voit déjà, ont participé largement à la destruction des espèces. Et maintenant, la biodiversité, c'est une aussi des plus dépassées comme limite. Ce n'est pas celle qu'on met tout le temps en avant, mais on vit, alors je ne vais peut-être pas vous dire tous les chiffres là que j'ai proposés, je vous laisserai regarder si jamais, mais on vit actuellement la 6e extinction de masse. Donc on a démarré, on sait que dans 250 ans ou 500 ans tout au plus, on aura atteint le seuil pour dire, voilà, on a atteint le seuil d'extinction biologique de masse qui est de 75% de disparition des espèces. Certains scientifiques avancent l'annihilation biologique globale. Il y a un taux d'extinction des espèces, mais aussi des populations qui est juste gigantesque, même par rapport aux dernières grandes extinctions. On parle de la plus grande extinction, le Permium-Trias, il y a 252 millions d'années, avec 96% des espèces qui se sont éteintes sur une échelle de temps assez longue. Actuellement, on est au minimum au même degré de rapidité d'extinction, mais on est peut-être 100 fois plus rapide. Et puis pour des chiffres concrets, on a 68% des animaux vertébrés qui ont disparu en 45 ans. On a une biomasse des mammifères sauvages qui a chuté de 82% depuis la préhistoire. Et puis on a une biomasse des insectes. Alors je n'ai pas de chiffres à l'échelle planétaire, je crois que ça n'existe pas encore. Mais en tout cas, au niveau de l'Allemagne en 2017, voilà, sur 27 ans de recensement, il y a 76% de la biomasse qui a disparu. Pour avancer un petit peu pourquoi cette biodiversité a disparu, on voit que les facteurs principaux qui sont ici en violet à gauche, je ne sais toujours pas si vous voyez la souris, sont le changement d'usage des terres ou des mers. C'est en gros l'être humain qui transforme les milieux terrestres, les milieux aquatiques et détruit l'écosystème. Donc ça n'a rien à voir avec le changement climatique. Et puis le deuxième facteur le plus important, c'est l'exploitation directe de la nature. Ça veut dire la prédation, on va pêcher beaucoup trop de poissons, on va couper beaucoup trop d'arbres, etc. Et ça a un impact qui est juste gigantesque. On voit par contre en orange que le changement climatique a déjà un impact sur toute la biodiversité. Et par contre, ce qu'on s'attend, c'est qu'avec la dégradation du changement climatique, avec l'augmentation du changement climatique, du réchauffement, on s'attend à avoir vraiment cette hécatombe du monde vivant dans les prochaines décennies et puis qui va se perpétuer sur les prochains siècles. Ici, c'est une autre limitation, c'est la transformation des milieux terrestres. Donc, on peut observer sur la photo une ancienne forêt primaire tropicale qui est devenue
une exploitation pour l'huile de palme. Et puis, pour vous donner un chiffre, il y a 75% de la surface terrestre qui est considérée comme altérée de manière significative. Ensuite, le réchauffement climatique, hein, c'est vraiment ce qui motive énormément de discussions, de débats, même dans les médias, on parle toujours de ce fameux réchauffement climatique, etc. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Évidemment, c'est une bombe gigantesque. Mais voilà, la cause en reste nos activités à nous. Hein. Ce n'est pas le réchauffement climatique qui nous tombe dessus, c'est nous qui avons engendré ça. Et actuellement, à l'échelle globale, on a augmenté la température de plus 1,2 degré au-dessus de la température avant la révolution industrielle. C'est dû principalement au fait d'utiliser des combustibles fossiles, hein, donc le pétrole, le gaz, le charbon, aussi à la production de ciment et la transformation des terres, parce que le végétal et la croûte terrestre peut absorber beaucoup de CO2 et puis le relâche quand on transforme le sol. On voit ici en bas à gauche, en bas à droite, pardon, que sur une échelle de 2000 ans, la concentration de ces différents gaz à effet de serre, CO2, méthane et puis les oxydes nitreux sont tous en train d'augmenter de manière exponentielle. Je crois que je vais passer sur le mécanisme de l'effet de serre. Je vous laisserai regarder si jamais. Et puis, sinon, je vais vous parler du GIEC, c'est le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat qui est mandaté par l'ONU pour produire des rapports qui sont en fait une synthèse de tout ce qui existe dans la littérature scientifique sur la question du climat. Et puis, il y a 2 ans, en 2018, elle a sorti un rapport qui montre qu'il y a une différence vraiment très importante entre plus 1,5 degré de réchauffement mondial et plus 2 degrés de réchauffement mondial, avec un impact qui est non linéaire. Ça veut dire que, certes, suivant le système qui est en question, il y aura peut-être un impact de 10 ou 100 ou 1000 fois plus important entre les deux hausses de température. Ça, je pense que je vais passer. Et puis, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir, par exemple, cette courbe, ça date de déjà une année et demie bientôt. C'est l'équipe française de climatologues qui travaille sur les modèles climatiques qui vont être repris ainsi que d'autres par les prochains travaux du GIEC et qui nous montrent les trajectoires possibles entre les différents scénarios que l'humanité choisirait d'adopter. Le scénario en rouge qui va très haut, c'est celui où on ne change rien au système, on continue exactement sur la même lancée en utilisant toute l'énergie fossile disponible, toutes les ressources, etc. Et on voit que il y a 5 ans, le GIEC nous disait oh là là, on va monter à 4 degrés à 2100 si on ne fait rien. Et là, on sait que si on ne fait rien, on va plutôt aller vers 6,5, 7 degrés. Alors, c'est des projections qui sont loin. Si on fait beaucoup de choses, hein, c'est le modèle le plus sobre de société, le plus sobre proposé par le GIEC et tous les scientifiques, on voit, et ça c'est probablement une très mauvaise nouvelle pour moi en tout cas, c'est que quoi qu'il arrive, quelles que soient nos décisions, on est embarqué déjà pour 1,5 degré dans 10 ans maximum, et pour 2 degrés qu'on risque fortement de dépasser à tous les coups presque, d'ici 2040-2045. Donc, l'accord de Paris, tout ce qu'on fait, essayer d'être neutre en carbone d'ici 2050, c'est probablement pas suffisant. Et c'est probablement encore plus inquiétant, en tout cas pour moi aussi, c'est de savoir que tous ces modèles ne considèrent pas certains mécanismes qui peuvent se mettre en place en plus de l'impact uniquement de l'être humain, qui s'appellent les boucles de rétroaction positive. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme. C'est en réalité tous les processus qui peuvent s'enclencher avec un petit réchauffement et qui peuvent ensuite s'emballer et amener un réchauffement plus important. Il y a l'effet albédo, donc la réfraction, enfin, le dégel de la surface gelée, blanche, qui reflète bien les rayons. Et puis si elle disparaît ou si elle s'amenuise, le système Terre va absorber plus d'énergie et donc va se réchauffer plus vite, ce qui va faire fondre encore plus de surface de glace et encore diminuer cet effet. Il y a d'autres choses comme le permafrost ou comme les forêts. On a très bien vu en Australie en 2019 et au Brésil que le réchauffement climatique a engendré des feux de forêt magiques, enfin vraiment gigantesques, et que ceux-là sont vraiment un relargage de CO2 qui est très important, qui augmente le réchauffement, qui assèche les forêts, qui les rend plus susceptibles de libérer leur gaz. Voilà, tout ça, ça a été modélisé par une équipe de scientifiques vraiment très sérieuse, même plusieurs équipes, et il y a un effet en cascade qui est possible. Cet effet en cascade, c'est en réalité des boucles de rétroaction positives qui vont se monter comme un domino, enfin, qui vont
qui vont tomber les unes sur les autres comme un domino et nous entraîner vers ce qu'on appelle le scénario de la planète Étuve, qu'on voit en bas à droite. C'est finalement une accélération très rapide du réchauffement planétaire, peut-être plus 5 degrés dans quelques décennies, qui font qu'on est coincé là-dedans. On ne peut plus revenir en arrière. Et quoi qu'on fasse, quel que soit notre choix de société, bah, on n'aura plus d'impact parce que les boucles s'auto-entretiennent et elles n'ont plus besoin de nous. Donc, idéalement, ce serait bien de diverger de cette trajectoire suffisamment rapidement, mais ça demande des renoncements et ça demande de changer de manière vraiment fondamentale notre société, y compris notre système de soins. Ça, je vais passer également. Les limites planétaires, pour terminer, elles sont vraiment interconnectées. Hein, c'est un système Terre qu'on subdivise en différents systèmes ou sous-ensembles, et elles sont interdépendantes. Hein. C'est sûr que s'il y a un réchauffement climatique qui s'accélère, il y aura plus d'impact sur la biodiversité, par exemple. Ensuite, on a toujours au niveau à l'échelle globale, pour faire fonctionner notre société, voilà, thermo-industrielle ou extractiviste, productiviste, consumériste, dont le système de santé est né, hein, il vient de là, et il a besoin de ce support. Donc, il sera aussi touché par ça. C'est la question des ressources. La question des ressources, c'est que notre société, notre civilisation, elle est basée sur des énergies fossiles ou sur des matériaux qui ont mis des centaines de millions d'années à se constituer, se rassembler, se constituer pour les énergies fossiles, se rassembler pour les minerais, par exemple. Et évidemment, on le consomme beaucoup plus rapidement que le taux de renouvellement. Donc, alors je vais passer, voilà. Si vous buvez un verre d'eau, plus vite vous l'avez bu, plus vite il est vide. Et c'est un peu ce qu'on fait à l'échelle mondiale, à l'échelle globale, probablement de manière, voilà, je pense que c'est assez peu responsable comme stratégie, mais maintenant qu'on est au courant, c'est à nous de rectifier les choses. Voilà, donc le modèle de société, notre système de santé est totalement dépendant de ça aussi. Donc, dans ces ressources, il y a principalement l'énergie. John en a parlé avant. Il nous faut du pétrole pour pouvoir transporter les patients et même les médecins jusqu'à leur cabinet. Il faut aussi de l'énergie pour éclairer. Il faut de l'énergie pour faire des radios. Il faut de l'énergie pour faire de l'agriculture. Donc, toute cette énergie, maintenant, on l'utilise. C'est de l'énergie exogène, extracorporelle. Il y a quelques centaines de milliers d'années, ou il y a quelques milliers d'années, pardon, on utilisait plutôt la force de nos bras, etc. Maintenant, on a besoin d'autre chose, on a besoin de plus. Et pour vous donner juste un exemple, l'énergie nécessaire pour faire fonctionner un laminoir industriel, c'est ce qui nous permet d'avoir des plaques de métal, des plaques d'acier, etc. Ça correspond à peu près au travail de 10 millions de personnes, de 10 millions de paires de bras pour fournir cette énergie. Donc, je ne suis pas sûr qu'on arrive à la convertir vraiment en laminoir. Et puis, je vous donne l'exemple aussi d'une IRM 3 Tesla tête et cou qui demanderait le travail des bras de 106 personnes pendant une journée, juste pour être réalisé. Voilà, l'énergie, j'ai oublié la définition, hein, c'est vraiment la définition qui vient de la physique, qui est une capacité d'un système à modifier un état ou à modifier un autre système. Et c'est une capacité de transformation. Plus on a d'énergie, quelle que soit sa source, plus on pourra transformer. Plus on pourra transformer à notre image, mais plus on pourra dégrader également. Voilà, je pense que je vais passer à la suite. Donc, l'énergie, elle est indispensable dans toute la chaîne industrielle, y compris l'industrie du système de soins. Il y a des inputs énergétiques partout, à peu près, et on va avoir de la peine à s'en passer. Maintenant, on se dit, OK, on n'arrivera peut-être pas à s'en passer, donc on peut peut-être trouver quelque chose de mieux, mais qui nous donne autant d'énergie. Et là, on rentre dans le débat, dans la catégorie, voilà, les énergies renouvelables, on va faire une société zéro émission, etc. Moi, je n'y crois pas trop, je suis assez sceptique par rapport à ça, ou en tout cas assez critique. Je pense qu'effectivement, il y a une grande différence entre les énergies fossiles, surtout les pétroles de schiste, etc., qui sont vraiment un désastre, et puis les énergies dites renouvelables, mais quand même, on est loin du compte, et loin de ce qu'on a besoin d'appeler. Juste pour vous faire un topo, les énergies renouvelables, c'est surtout l'énergie primaire qui est renouvelable. Ce n'est pas les convertisseurs. C'est le soleil, c'est le mouvement de l'air et puis le mouvement de l'eau. Ça, c'est tout à fait renouvelable. Ça se fait tout seul, il y en aura tout le temps, etc. En tout cas, pour les prochains millions d'années. Par contre, si on veut capter cette énergie, la transformer en énergie utile, qu'on appelle exergie, pour nous,
eh ben, il faut des convertisseurs. Et ces convertisseurs, ils sont faits avec du matériel, ils sont faits avec des minerais, ils sont faits avec des terres rares, des minerais rares, etc. Ou bien ils ont un impact, ils sont faits avec du béton, donc avec du sable, et ils ont un impact sur l'écosystème qui est juste très, très important. Quand on voit ce champ de cette ferme de panneaux solaires, bien sûr que ce n'est pas de la forêt qui pousse à la place. Et pour vous dire qu'on focalise énormément notre attention sur la transition énergétique par les moyens renouvelables de l'éolien et du photovoltaïque. Mais il faut savoir que c'est des modes de production d'énergie qui sont diffus, c'est-à-dire qu'il y a une quantité d'énergie qui est faible par mètre carré ou par volume d'air, et donc il faut en mettre partout pour qu'on ait une grande quantité d'énergie, mais elles sont aussi intermittentes. Ça veut dire que quand il n'y a pas de soleil, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'énergie solaire quand il n'y a pas de soleil. La nuit, par exemple, il n'y en a pas. Et puis, on essaie de compenser, de mettre les deux en même temps, parce que quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas non plus d'énergie. Donc, c'est assez difficile. Ce n'est pas la même chose que d'avoir un jerrycan de pétrole et puis de dire je le mets dans mon réservoir, puis quand j'allume mon véhicule, il démarre quand je veux. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont intermittentes. Ça pose des gros problèmes sur le réseau électrique. C'est si on fait un réseau électrique qu'avec des moyens intermittents, on se retrouve dans une situation où il y a de l'électricité que de temps en temps. Et puis, le réseau électrique, il ne peut pas accepter ça. Il fait des blackouts, il a des ruptures d'énergie, d'approvisionnement en énergie pendant trop longtemps, et ça dérégule tout le réseau. Donc, il y a une limitation. Il y a un rapport du World Energy Outlook qui dit qu'en France, on pourrait, sans faire de grosses infrastructures de stockage ou de centrales énergétiques de backup, on pourrait monter au maximum jusqu'à 50% de ces énergies-là. Et puis, en Europe, on est un petit peu coincé parce que même si on a des belles montagnes en Suisse, on a déjà atteint quasiment le potentiel maximum de l'énergie hydroélectrique. Et puis, pour continuer dans la lancée, je vais me accélérer un peu parce que c'est un sujet qui me passionne, mais le temps est compté. Ici, c'est la répartition, on voit à droite, en 2018, la répartition de sources énergétiques pour faire de l'électricité à l'échelle mondiale. Et on voit que tout en bas, que le wind, et puis juste en dessus, en rose-violet, c'est le solaire. On voit que c'est que 5% de l'électricité mondiale qui est produite par ces moyens. Et ces 5%, peut-être qu'ils peuvent augmenter, et ils vont augmenter en part de l'électricité, mais l'électricité, donc toute la figure d'avant, correspond qu'à 20% de l'énergie totale qui est consommée dans le monde. Ça veut dire qu'en plus de trouver des moyens techniques, alors que physiquement, ce n'est pas possible de remplacer toute l'électricité par des moyens dits renouvelables, propres, même s'ils ne le sont pas réellement ou qu'ils ont des effets collatéraux, en réalité, il faudra encore transformer l'énergie qu'on utilise du 80% restant. Et toute notre économie, toutes nos sociétés dépendent de toute cette quantité d'énergie qu'on consomme. Donc, si on remplace notre électricité ou si on travaille que sur l'hôpital, ça ne va pas jouer. Et puis, si tout d'un coup, on se dit, en fait, on va arrêter d'utiliser le reste de l'énergie parce qu'on n'arrive pas à le remplacer, à ce moment-là, c'est tout notre système économique qui se modifie, qui se transforme. Et il est possible qu'on perde notre pouvoir d'achat pour pouvoir avoir un système de santé aussi développé que celui qu'on a actuellement. Voilà, à ça, il s'ajoute que chaque source énergétique est actuellement en augmentation. On utilise de plus en plus de toutes les sources énergétiques. Ce qui nous amène à cette théorie de l'empilement, c'est-à-dire qu'à la place de faire une transition, on est plutôt en train de faire un empilement. On a toutes les sources énergétiques qui sont là, puis on rajoute une couche avec des énergies plus ou moins vertes. Donc, ce qui font que, personnellement, je suis très critique par rapport à ça et que je considère en tout cas que je ne vais pas parier là-dessus pour mon avenir. Et je ne vais pas parier là-dessus non plus pour l'avenir des systèmes de santé. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Même si on voit que ça augmente, on voit le petit trait en bas sur la figure de droite, en bas, on voit le trait orange qui augmente un peu plus, mais le trait rouge augmente également, et ça, c'est le gaz naturel, c'est une énergie fossile. Ensuite, il faut considérer que ces énergies fossiles, elles sont fossiles, comme j'ai dit avant, donc elles ne se renouvellent pas suffisamment rapidement, et qu'on a déjà atteint en 2008 le pic de pétrole conventionnel. On voit ici dans le schéma à gauche, en bas à gauche, que le nombre de nouveaux projets d'extraction de pétrole conventionnel est en chute libre en réalité. C'est juste parce qu'on a épuisé les ressources. En tout cas, qu'elles sont plus suffisamment accessibles et plus rentables. Alors, heureusement, on a découvert d'autres types de pétrole, le pétrole non conventionnel, qui sont le pétrole de schiste, sable bitumineux en Amérique du Nord surtout, principalement, qui, eux, ont une magnitude de pollution et de dégradation de l'environnement qui est beaucoup plus importante, mais dont les réserves sont aussi limitées. Et le pic de pétrole non conventionnel, on sait toujours après coup. On a découvert en 2018 le pic du pétrole en 2008. Donc, on sait qu'on peut estimer qu'il soit entre 2018 et
et 2025, ce pic de pétrole non conventionnel. Et tous les transports mondiaux sont dépendants du pétrole pour l'instant, 90%. Donc c'est toute la mondialisation qui est mise en question. Le gaz naturel aussi approche de ses limites. Et puis le charbon, lui, a encore des réserves, mais elles sont surtout en Chine et aux États-Unis, donc on n'y aura pas beaucoup droit. Toutes les mines en Europe, elles sont en déclin depuis plusieurs décennies. Et c'est peut-être mieux que ça reste dans le sol, je pense. Ensuite, il y a la question des ressources matérielles, minières, des ressources naturelles, je vais un peu passer, mais c'est sûr qu'il nous faut des métaux pour pouvoir construire tout ça, toutes nos infrastructures, y compris le matériel médical, y compris les bâtiments. Il nous faut du sable pour construire ces bâtiments. Et pour nourrir toute la population, y compris les patients des HUG, eh ben, il faut des mines de phosphore pour mettre des engrais sur les champs qui ont perdu leur fertilité naturelle. Je pense que je vais passer un petit peu plus en avant. Oui, peut-être la biodiversité, les écosystèmes, enfin les services écosystémiques, c'est quelque chose qu'on met complètement de côté. C'est se dire qu'on pense que tout ce qu'on l'agriculture, elle dépend à 75% des pollinisateurs. Pour avoir de l'eau propre, il y a un système d'épuration végétale qui se fait naturellement, qui nous permet de pouvoir jouir de ce besoin primaire. Et puis, il y a toute la représentation aussi culturelle, récréationnelle, spirituelle, liée à la nature qui est en train de partir en chute libre. Il y a une étude de 2014 qui disait que tous les services écosystémiques ont une valeur monétaire de 2 fois le PIB mondial en 2011. Donc, c'est vraiment loin d'être négligeable. Et puis, donc, on a dit que c'est des ressources fossiles, en tout cas pour l'énergie. Pour les matériaux, c'est un petit peu plus complexe. On peut peut-être recycler une partie, mais ce ne sera qu'une partie, et ça demande beaucoup d'énergie. On va, de manière certaine, dans un monde fini, une sphère finie qui s'appelle la Terre, avoir un moment où on aura épuisé, on aura vidé le verre d'eau. Et à ce moment-là, on aura une décrue énergétique qui sera inévitable, et on aura aussi une diminution de notre capacité à transformer le monde et à le façonner à notre image. Et c'est là où pour le système de santé, c'est un moyen de transformer le monde. On transforme on met des prothèses pour que les gens puissent continuer à marcher. On transforme finalement, sans changer la génétique, sans faire de sélection naturelle, on va transformer nos capacités de survie et elles vont être vraiment mises à rude épreuve avec cette réduction de la disponibilité. Il y a évidemment la société qui soutient ça, hein, le produit intérieur brut, les richesses matérielles, la puissance financière, le pouvoir d'achat qui nous permet d'acheter tout ça. Il nous faut du matériel qui vient de loin, ça coûte cher, bref, c'est très fragile. Voilà, et ça a des effets collatéraux aussi Bon bref, je vais passer un peu plus loin, pardon. Qu'est-ce qu'il nous faut donc pour pouvoir vivre? Ce qu'il nous faut, voilà, on sait qu'avec les activités humaines, on est en train de menacer très largement, et même c'est déjà un problème de santé pour de nombreuses populations à travers le monde, un peu moins chez nous, mais quand même chez nous, on est en train de menacer les déterminants les plus importants de notre santé, c'est-à-dire d'avoir une température qui nous permet, qui est compatible avec notre physiologie, d'avoir une météo qui est suffisamment clémente pour pouvoir mettre le bout du nez dehors, un air qui est respirable, de l'eau qui est buvable, une alimentation qui est en quantité et en qualité suffisante. Si on a de la chance d'avoir aussi de la sécurité autour de nous, et puis de se prémunir de certaines grandes épidémies, etc., qui pourraient faire des ravages. Je passe un petit peu plus loin, les conséquences du changement climatique. Alors là, je vais vous référer au Lancet Countdown, c'est un rapport qui sort annuellement, émis par ce journal, sur les conséquences du changement climatique sur la santé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est sûr qu'on va de plus en plus avoir de vagues de chaleur, de plus en plus d'événements extrêmes, d'événements météorologiques extrêmes. Avec les feux de forêt qui grandissent, on a une qualité de l'air qui s'amenuise et des maladies pulmonaires et cardiovasculaires qui augmentent. Mais aussi l'eau potable. On sait que la mer Baltique, par exemple, qui est la mer au-dessus au nord de l'Europe, est maintenant 365 jours par année favorable à l'émergence de bactéries telles que le choléra. Donc si un jour notre système de traitement des eaux ne fonctionne plus trop, puis qu'on doit boire l'eau filtrer l'eau de la mer du Nord, on risque d'avoir des surprises. Il y a aussi le problème de la sécurité alimentaire, trop de sécheresse, etc., qui font baisser les rendements, le taux de CO2 dans l'atmosphère, la chaleur qui fait aussi baisser les rendements et qui menace clairement l'approvisionnement en nourriture pour la population mondiale. Il y a les maladies transmissibles,
à vecteurs, etc. Et puis finalement, mais il y a toutes ces zones, hein, la zone tropicale qui va être trop chaude pendant trop longtemps, qui va demander aux populations de migrer au nord et au sud. Il va y avoir des conflits pour l'eau, etc. Et tout ça, ça va impacter la santé physique et mentale d'une grande partie de la population mondiale. Voilà. Un point important que je trouve vraiment intéressant à évoquer, c'est que le GIEC, dans son rapport de 2019 sur les terres, prévoit qu'à partir de 1,4 degré de réchauffement, on commence à avoir une instabilité, ou il y a déjà une instabilité qui s'installe, avec des ruptures d'approvisionnement, d'alimentation sur des régions comme au niveau continental, en fait, au niveau régional continental, vraiment sur des grosses surfaces. Et puis, à partir de 2,4 degrés de réchauffement, il prévoit qu'on soit dans une rupture complète de la chaîne d'approvisionnement alimentaire à l'échelle globale. 1,4 degré, pour le premier point que j'ai soulevé, c'est dans 0,2 degrés en plus. On est déjà à 1,2. Donc, on peut s'attendre dans les prochaines années, dans les 2-3 prochaines années, à voir des ruptures, des chocs alimentaires dans les pays les plus vulnérables, évidemment. Mais il n'y a pas que le climat, la biodiversité, les limites planétaires qui ont un impact sur notre santé. Il y a aussi notre système, nos activités humaines qui elles-mêmes, et c'est un peu paradoxal parce qu'en même temps, ils nous ont permis d'augmenter la quantité d'individus sur la planète de fois 10 000 depuis, depuis 65 000 ans. Mais en même temps, on voit les limites. Et on voit que l'accumulation de la pollution, certaines incitations à un fonctionnement, à un comportement, sont aussi très délétères sur la santé. Et ça, c'est nos activités humaines, c'est celles qu'on a choisies ou qu'on subit. Pour vous donner un chiffre, la pollution, c'est 9 millions de morts prématurées par année, la malbouffe, c'est 11 millions de morts, la sédentarité, 3,2 millions de morts. C'est un peu des vieux chiffres, ça. Et puis, surtout, les maladies non transmissibles, donc l'ensemble avec les cancers, les maladies cardiovasculaires, etc., c'est 40,5 millions de morts prématurées en 2016. Et presque la moitié de ces morts prématurées surviennent chez des gens de moins de 70 ans. Donc, ce n'est pas en lien avec le vieillissement de la population, c'est en lien avec l'accumulation, les conséquences de notre système extractiviste, productiviste et surtout consumériste. À savoir que je trouve intéressant de savoir que la Suisse dépense 80% de l'argent alloué à la santé dans le traitement des maladies non transmissibles. Donc, ça veut dire que 80% de notre travail du système de santé, c'est répondre aux problématiques de nos activités directement ou de notre structure de société. Et je pense que finalement, on peut se poser un peu la question, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de le faire? Juste pour vous dire aussi, dans le schéma en bas à droite, on voit la troisième colonne, c'est le sida, la malaria et la tuberculose. Donc, ça représente en fait 3 millions de morts prématurées par année. Et je ne sais pas qui a fait un trait sur mon écran, mais peut-être que c'est moi. Alors, l'impact du système de soins, maintenant, voilà. Vous en avez parlé, Estelle l'a introduit. C'est sûr que le système de soins actuel, moderne, il fait partie intégrante de notre civilisation et de nos activités humaines. Donc, il a un grand pouvoir de perturbation, on le voit, 4,6% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ce serait le 5e pays au monde le plus producteur de gaz à effet de serre si c'était un pays. Et pour la Suisse, c'est à peu près 6%, et pour les États-Unis, à peu près 10%. Et c'est très, très gourmand en énergie, en matériaux, en ressources, comme je l'ai précédemment décrit. Et le CO2, c'est la première pollution, mais il y a d'autres pollutions. Il y a les pollutions chimiques, les médicaments, le plastique, il y a les pollutions électroniques, il y a la radioactivité. Tout ça, ce n'est pas comptabilisé dans les bilans énergétiques ou dans le bilan que John a fait. On ne parle que de CO2 dans ces circonstances-là. On ne parle pas des effets des autres polluants. Pour vous dire aussi, le bilan énergétique des HUG, le dernier a été fait en 2015, il est sorti en 2016, c'était 115 000 tonnes de CO2 par an. Alors effectivement, on peut dire que ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est à peu près la taille d'une ville de 10 000 habitants. 40% vient des achats, donc c'est surtout les achats de matériel et de médicaments, et 20% de l'énergie. Ce n'est pas tout à fait la même répartition que dans un cabinet. Dans un cabinet, on fait très peu de gestes. Dans une structure hospitalière, on a beaucoup d'infrastructures, beaucoup de matériel de pointe, énormément de médicaments, des médicaments des fois très chers, avec des chimiothérapies, etc. etc. Et on a une structure qui est beaucoup plus grande, avec beaucoup plus de monde. Voilà. À savoir aussi qu'on consommait en 2015, les HUG ont consommé 150 tonnes de bœuf. Ça, c'est peut-être des choses qui peuvent très rapidement se modifier, j'espère. Mais bref, comme l'hôpital en soi fait partie du système qui s'expand, qui a besoin de croître pour fonctionner, lui aussi doit croître.
Et s'il fait de l'efficience énergétique, il y a un moment où il va buter contre, là, il faut un nouveau bâtiment. Les HUG ont pondu 2 bâtiments dans les 3 dernières années. Il les fallait pour pouvoir assurer les prestations à la population. Et de facto, ça augmente leur bilan énergétique. Voilà, aussi, si toute la planète, tous les individus qui habitent actuellement sur la planète avaient accès à un système de santé tel que les HUG, ce qui est vraiment loin d'être le cas, je pense qu'on ne serait pas à 4,6% de nos émissions, on serait probablement beaucoup plus haut. Voilà, quel est l'avenir pour le système de santé? Alors voilà, j'ai l'impression que le système de santé il contribue au mythe du progrès, qu'il l'a toujours fait, que voilà, on est à la pointe de la technologie, on remplace des cœurs, on débouche des artères, on fait des miracles, on transporte des organes par hélicoptère, etc. Tout ça, on peut le voir comme étant génial, mais en réalité, il y a toute la face cachée, et j'en parlerai un peu plus tard. On a aussi des acquis qui sont difficiles. On est privilégié parce qu'on a accès à ça, on a un peu de la peine, et on va avoir de la peine à s'en défaire, c'est sûr. Notre système, il est aussi, je ne sais pas si je m'avance un peu trop, mais bâti sur beaucoup d'inégalités. Notre système, on a un système privilégié qui dépend du pillage des minerais, du travail des enfants, j'en sais rien. Il y a plein de choses qui se passent à l'autre bout du monde et en plus, on leur renvoie les conséquences qui seront, vu que c'est les populations les plus vulnérables. Et puis, le système de santé, comme je l'ai précédemment décrit, est très, très vulnérable. Il a besoin que le système roule, il a besoin que l'économie soit forte, sinon il n'y a plus d'approvisionnement, médicaments, appareils, etc., et même énergie. Et on sait que ça va être mis à rude épreuve. On a vu avec le Covid. Le Covid, c'est un virus qui fait une épidémie généralisée ou une pandémie, et on est déjà à la limite. On a dû stopper tout parce qu'on était à la limite des capacités du monde hospitalier. Et si on rajoute le reste, le vieillissement de la population, les maladies transmissibles qui flambent, les conséquences de dépassement des limites planétaires que j'ai décrit plus haut, on se retrouve avec un système de santé qui devrait décupler peut-être. Et c'est probablement pas tout à fait envisageable dans les échelles de temps qui nous restent. Et puis, voilà, là, j'ai un exemple. Vous parliez avant, vous demandiez, est-ce qu'il y a quelque chose de différent entre les hôpitaux? Puis, est-ce qu'il y a des initiatives? Il y a une initiative que je trouve assez intéressante, c'est celle du système de santé anglais, NHS. En 2020, elle a publié un rapport qui parle justement de tous les mécanismes qu'ils vont mettre en place pour rendre le système de santé beaucoup plus efficient au niveau énergétique et beaucoup plus neutre en CO2. J'ai un petit peu de la peine à y croire toutefois parce que voilà, ils font des belles choses. Je pense qu'ils veulent restructurer, réorganiser la santé vers la prévention, la promotion de la santé, travailler sur la politique, sur l'éco-bénéfice environnement santé que John a évoqué, et puis sur l'efficience énergétique. Mais ça se repose aussi principalement sur le fait que le pays doit décarboner son énergie, sinon ça ne marchera pas. Et aussi beaucoup sur la spéculation d'innovation technologique à venir, les miracles peut-être qu'on va découvrir. Sur lesquels je ne parie pas beaucoup sur l'échelle de temps, encore une fois, qui nous reste. Et puis, à aucun moment, ce genre d'exemple ne questionne le niveau des prestations. Je pense que si on veut être efficace, avoir un impact rapide et efficace, il y a un moment où il va falloir taper dans les niveaux des prestations. Peut-être que c'est différent pour la pratique médicale en cabinet, et je le conçois parce qu'on est plutôt dans la relation, on est plutôt dans une dynamique de partage où on peut apporter de la connaissance, on peut apporter plein de choses sans forcément beaucoup de matériel. Ce qui est vraiment l'inverse avec l'hôpital. En tout cas, par rapport à tous ces projets, parce que je vous invite à les lire et puis à les accueillir, parce qu'il y a plein de bonnes choses, mais aussi à rester critique sur leur faisabilité, etc. Sachant qu'il y a aussi plein d'enjeux financiers derrière, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que professionnel de soins, médecin, étudiant en médecine, professionnel soignant ou autre, ou simple, en tout cas ça, je pense que la première chose à faire, c'est de rappeler la définition de la santé. Je vais vous la lire. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. On est loin de la vision de la santé qui est je suis soulagé, à côté de chez moi, il y a un hôpital. C'est un ensemble de facteurs. Et quand on regarde ce camembert, on voit que, en tout cas selon cet institut canadien, le système de soins dans sa globalité, avec la prise en charge de médecine de premier recours, ne finalement constitue que 25% de la santé des individus. Ce n'est pas la globalité, c'est une petite chose dans la santé.
La santé, c'est principalement les déterminants de santé. Puis ensuite, l'hôpital a plutôt la vocation, c'est donner la mission de réparer les dégâts une fois qu'on avait des maladies de civilisation, grosso modo. Et quelques pistes que je peux vous proposer donc, de réflexion, mais voilà, d'action, hein, c'est de changer les représentations culturelles, hein, de créer des nouveaux récits. Le premier récit, ça peut être celui-là, je l'ai repris d'une conférence de Pablo Servigne, que je trouve génial, qui est voilà, le récit du progrès, le mythe du progrès. C'est on a fait des prouesses techniques incroyables, on est allé sur la Lune, on a gravi des montagnes, etc., etc., en pensant que le monde était fait pour nous et qu'il était infini. Puis on se retrouve buté contre les limites. Puis on pourrait retourner cette figure en disant, bah voilà, on avait quelque chose de magnifique, une planète avec une biodiversité incroyable. C'est la seule planète qu'on connaît de tout le système solaire, mais aussi au-delà, qui nous donne tout ce dont on a besoin pour vivre. Et on pourrait changer ça en se disant, bah, qu'est-ce qu'on en a fait avec notre système thermo-industriel, etc., comme notre économie de marché, tout ça? On a détruit ce potentiel, on a détruit ce stock, on a détruit cette valeur. Maintenant, à nous de nous dire, bah, voilà, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Chaque personne va se demander qu'est-ce qu'elle a envie de faire. Et moi, personnellement, j'ai plutôt envie de me dire, bah, j'ai envie de contribuer positivement. J'ai envie de m'éloigner de ce sombre nuage pour me rapprocher de ce qui fait mes déterminants de santé, pour le domaine de la santé, mais de ce qui fait mon épanouissement aussi. Le contact avec la nature, le fait de peut-être même avoir un impact positif, comme n'importe quelle espèce, de reprendre sa place dans l'écosystème. J'ai fait un schéma aussi qui illustre ça pour que chaque espèce dans un écosystème puisse vivre et vivre de manière plus ou moins stable. C'est toujours un équilibre instable, les espèces et l'écosystème. Il faut un écosystème qui soit suffisamment robuste et qui nous donne tout ce qu'on a besoin en tant qu'espèce pour subsister. Et idéalement, les espèces, c'est mieux qu'elles soient régulées. C'est mieux qu'il y ait toutes les espèces en quantité limitée pour éviter qu'il y en ait une qui prenne le dessus. Et ce qui s'est passé avec l'espèce humaine, c'est qu'elle a largement pris le dessus. Pourquoi? Parce qu'elle a réussi à déjouer finalement toutes les tentatives de régulation, toutes les règles de régulation de l'écosystème. Donc on a augmenté, et la médecine ultra performante, elle fait partie finalement de notre capacité à nous émanciper des règles de l'écosystème. Et à quel prix? Au prix de détruire l'écosystème, parce qu'on devient le premier prédateur de l'écosystème avec une influence très très forte. Et c'est sûr que si on continue à faire ça, en fait, on scie la branche sur laquelle on est assise, et l'écosystème s'effondre, et nous tombons de l'arbre. Voilà. Pour éviter ça, je pense que c'est important de nous dire, poser vraiment la question, que chaque personne s'interroge. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie pour mon avenir? Est-ce que j'ai envie de casser cette dynamique et puis de stabiliser l'espèce humaine, ou de revenir dans les règles, de revenir sous les limites planétaires? Et puis avec ça, on aura peut-être une chance de préserver l'écosystème, ce qu'il en reste, et puis peut-être même que si on retrouve un effet vertueux, de retrouver une place vertueuse, on pourra améliorer l'écosystème. Mais c'est des choses toutes simples, c'est pas replanter des forêts en lançant des graines par hélicoptère, c'est faire des toilettes sèches, c'est redonner ses excréments à la terre pour la fertiliser, c'est éparpiller des graines à la main, j'en sais rien. C'est des choses très simples. Et ça peut faire partie de ce nouveau récit. Et il faut, je pense, un changement de paradigme. On a un problème structurel, c'est un problème de société, c'est un problème de système, de civilisation. Et le système de santé, il fait partie intégrante de ce système de civilisation. Donc, je ne suis pas sûr qu'en faisant des adaptations, on va réussir à transformer la chose. J'ai plutôt l'impression qu'il faut changer de paradigme. Mais on peut commencer petit à petit quand même. Et pour ce qui est du domaine médical, on a développé des concepts éthiques. Initialement, on les a développés en pensant que le système Terre était infini, qu'on avait des ressources infinies, et que du coup, on pouvait se dire, c'est horrible, on meurt de maladie, on meurt, il y a des gens qui souffrent, on va faire quelque chose pour que ça marche. Et c'est tout à fait compréhensible, je le comprends tout à fait. Et du coup, on a développé l'éthique. On s'est dit, il faut que ce soit bienfaisant pour le patient, non malfaisant, il faut que ce soit utile, et puis il faut que la personne elle puisse être autonome. Et finalement, on réalise qu'on est dans un monde fini et qu'on a déjà largement dépassé les limites. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pense que c'est très important de garder ces principes éthiques, de la bienfaisance, de la non-malfaisance, et d'élargir juste le champ d'évaluation de l'éthique, c'est-à-dire de se libérer, ne plus être face à un individu, mais de mesurer les conséquences de nos actes pour tel individu, tel patient, par rapport à la globalité, à tous les effets collatéraux.
Alors, c'est très difficile de savoir pour l'instant dans quoi il faudrait couper. Je pense que le travail il peut se faire, mais on n'aura probablement pas le temps de faire tout ce travail de manière, enfin, comme John a fait, hein, c'est ce qu'il faudrait faire pour la dialyse, pour les soins intensifs. Il faudrait vraiment passer au peigne fin tous les systèmes et voilà, tous les secteurs du système de santé pour savoir lesquels on va couper en premier. Mais de passer à une éthique biomédicale globale, c'est-à-dire à chaque fois que je vais faire un acte médical, à chaque fois que je vais donner un conseil, ben, je vais penser et derrière. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai une balance positive en faisant cette action? Sur la globalité, au niveau géographique, mais aussi la globalité au niveau temporel. Hein, pour cette génération, la génération future, dans 10 générations, je ne sais pas. Et puis, je vous invite à vous renseigner sur la santé planétaire. C'est très anthropocentré, on est d'accord, mais c'est en gros revoir la santé à travers le prisme des déterminants de base de l'être humain qui sont d'avoir un système Terre qui est fonctionnel. Donc, pour prendre soin de l'individu, il faut prendre en même temps soin de la planète. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi dans le changement de paradigme, c'est important de revoir la place de la mort et puis de la maladie, de la souffrance. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'on s'attend, on se dit, mais si le système de santé s'effondre, ça va être l'horreur. Ou si le système économique s'effondre, ça va être l'horreur. Et c'est possible. Mais l'horreur, finalement, la souffrance, la maladie, la mort, pour l'instant, on n'y échappe pas. On peut la retarder, mais on n'y échappe pas, on la vit. Chaque personne connaît des gens de son entourage qui sont morts, des gens qui vivent des souffrances quotidiennes, et ça existe, et c'est encore là. Donc, on peut simplement se dire que ça va probablement changer d'ampleur, c'est sûr, mais on peut aller vers une autre appréhension, une appréhension de la mort qui est de donner du sens à la souffrance, donner du sens à la maladie, remettre la mort comme quelque chose de naturel. Hein, c'est quand même la seule chose qu'on sait quand on est, c'est qu'un jour on va mourir. Et ça, c'est la seule chose, la règle qu'on arrivera, enfin, j'espère qu'on n'arrivera pas à la dépasser, à laquelle on ne peut pas déroger pour l'instant. Donc voilà, et notre position, c'est plutôt là, de donner du sens à tout ça, d'amener du soutien, de la présence. C'est quelque chose qu'on peut faire au niveau individuel, au niveau du médecin, etc. Je pense que du coup, rationner les prestations médicales, il faudra le faire. Il y a un moment ou un autre, il faudra le faire. Soit ça va se faire tout seul parce qu'on aura atteint les limites, et puis ce sera probablement un peu trop tard, soit on s'y met avant. Et puis, il y a tout ce qu'on peut faire d'autre, ça veut dire se tourner vers des pratiques médicales qui ont un impact nul ou faible, très très faible, ou même positif. C'est tout ce qui se fait d'homme à homme, enfin d'humain à humain, c'est la psychothérapie, l'hypnose, la médecine du mouvement, la médecine manuelle, passer peut-être de la médecine, de l'industrie chimique de la médecine aux plantes sauvages, pourquoi pas, de retrouver des compétences là-dedans, de faire de la médecine sociale aussi, de démédicaliser, de dématérialiser la santé. Ça va être en faisant des campagnes, ça va être en luttant contre la publicité, contre ci, contre ça, d'aller se présenter aux élections pour essayer de changer un petit peu la tournure des choses. Ce qui est non négligeable et qui est vraiment important, c'est que les professionnels de soins, on l'a vu dans notre article, en faisant une revue littérature, ont un impact, un crédit important de la part de la population. Et si le personnel soignant est suffisamment informé sur cette question, il peut les porter. Il peut les porter aux patients, aux institutions, à la société civile, mais aussi au niveau de la politique, et même, pourquoi pas, lancer des sortes de révolutions, ou en tout cas de l'insurrection. Et puis, pour finir, j'ai bientôt terminé, je pense que c'est important de diffuser la connaissance. Et pour ça, il faut s'instruire. Et on sait que pour l'instant, le milieu médical est très, très mauvais pour ça. Il y a une connaissance des systèmes globaux, des grands enjeux dont j'ai parlé, qui est vraiment très petite dans ces milieux-là, tout simplement parce que voilà, il y a une sélection de personnes qui vont plus vers le progrès, etc. On croit à la médecine, et puis en même temps, on n'a pas de temps parce qu'on est surchargé, on est tout le temps en train de faire notre boulot, on bosse 60 heures, 70 heures par semaine, on a peu d'espace pour pouvoir s'informer. Je pense que c'est la base. C'est la base, et surtout de diffuser cette connaissance derrière, ça peut aller très vite. Et ça permet de changer. Et si on incarne des valeurs de préserver le bien commun, la planète Terre, c'est finalement notre bien commun, et puis à quoi est-ce qu'on est prêt à renoncer et qu'est-ce qu'on est prêt à développer d'autre pour pouvoir maintenir et prendre soin de ce bien commun. Et je pense qu'on peut le faire assez rapidement si on arrive à diffuser suffisamment. Et puis voilà, je pense que je vais vous laisser avec quelques messages clés. Donc le système Terre, c'est une boule qui est finie dans l'univers. Hein, on aura de la peine à s'en extraire. Et on a déjà dépassé les limites. Et puis c'est les activités humaines qui sont la cause des dégradations. Pas le réchauffement climatique qui est venu tout seul, la biodiversité qui a fondu toute seule, c'est nos activités. Et je pense que ça, c'est vraiment important de l'ancrer.
Et ce qui est important, c'est de savoir ça, parce que si on sait ça, on peut traiter la cause. On peut traiter la cause, c'est en changeant nos activités humaines. Avec les conséquences. Accepter les conséquences négatives à court terme et les conséquences bénéfiques à moyen, long terme et même à court terme qui en découlent. Et puis le système de soins moderne, pour l'instant, on a de la peine à s'en passer, mais il a un impact négatif clairement sur la balance présente et future. De manière globale, il est très vulnérable et il est vraiment loin d'être durable dans le temps. Et puis la santé, elle dépend surtout du système Terre, beaucoup plus que du système de soins. Et les limites planétaires dont j'ai parlé au début, elles sont non négociables. C'est des limites qui sont physiques. Par contre, nos conventions humaines, notre modèle de société, etc., c'est quelque chose de tout à fait négociable. On peut le changer. On peut décider de changer le cours des choses. On peut décider de faire une société il y a plus d'égalité, etc. C'est nos choix. Et on peut les porter, ces choix. Voilà. La fenêtre d'action est assez courte aussi, on a vu, les boucles de rétroaction positive, le fait que dans peut-être 5-10 ans, on est à plus 1,5 degré, les choses vont très vite, donc on ne sait pas si ça va marcher. Mais si on fait quelque chose, on s'ouvre la possibilité que ça marche, on ouvre des portes. Et ça, je pense que c'est vraiment un message qui est porteur, qui me porte moi. Et même si s'il faudra faire des choix difficiles, il faudra les faire, parce que le rôle des soignants, c'est de préserver la vie, parce que la vie sous-tend la vie humaine, et la vie humaine est plus belle s'il y a de la vie à côté. Voilà, quelques propositions dans les messages clés que j'ai déjà expliqués, c'est d'avoir une vision globale. Je pense que c'est aussi important d'avoir des visions focalisées pour pouvoir régler des problèmes précis, mais c'est important de garder le tableau complet pour pouvoir prendre les bonnes décisions et surtout de garder les bons ordres de grandeur. Il faut savoir qu'est-ce qui a peu d'impact, qu'est-ce qui a beaucoup d'impact. Est-ce qu'en ayant mettre mes bouteilles de verre au recyclage, est-ce que je vais changer le cours des choses? C'est important de le faire probablement, mais ce ne sera largement pas suffisant parce qu'on n'est pas au bon ordre de grandeur. Ensuite, je ne vous en ai pas parlé au début, mais je pense qu'il y a tous ces mécanismes avec ces informations qui des fois sont très dures. C'est le déni. C'est de dire finalement, oh mon Dieu, je suis submergé de tout ce qu'il m'a dit. Je vais peut-être plutôt me dire, il raconte un peu des cracks, il n'a pas vérifié ses copies. Puis finalement, je vais reprendre ma petite vie. Et en plus, demain, je dois préparer mon examen. Et puis la semaine prochaine, j'ai mon chef j'ai une évaluation avec mon chef. Et puis on reprend la routine. Et je pense qu'on est à risque de ça. Et je mets ça en évidence dans les mots-clés, dans les messages clés, c'est que soyez conscients, faites l'exercice sur vous-même. Je le fais tous les jours, c'est est-ce que je suis en conscience ou est-ce que je suis en train de dénier quelque chose? Et ça, je pense que ça peut nous faire avancer. Donc j'ai parlé du nouveau récit. Je pense que c'est à travers une nouvelle... c'est comme la nouvelle route de la soie pour la Chine. Il nous faut un projet commun, il nous faut un nouveau récit et quelque chose qui nous donne envie. Et je pense qu'on a déjà plusieurs pistes. Et surtout au niveau médical, je pense qu'on a un gros pouvoir de créer du récit. Garder l'esprit critique. On nous propose tout le temps des solutions high-tech. Maintenant, on fait des plâtres en fibre de bois qui sont thermoformés, etc., etc. Dès que c'est du high-tech, ça veut dire que ça demande un système de mondialisation. Ça ne marche pas si la mondialisation tombe parce qu'il n'y a plus suffisamment de pétrole pour faire les transports. Les solutions technologiques, c'est aussi souvent proposé par des gens qui veulent faire du business. Et je vous propose de garder un œil critique là-dessus. Et finalement, les derniers mots, mes conseils peut-être, c'est d'oser, oser s'affirmer en tant que par rapport à vos professeurs quand vous êtes étudiant en médecine, par rapport à des médecins internes qui voient que les pratiques du service sont à côté de ces valeurs, de leurs valeurs, et de prendre position et aussi de se donner le droit de refuser, de se donner le droit de refuser, même de participer à ça. C'est quelque chose qui peut être très fort. Et puis finalement, s'engager. Il y a énormément de groupes, d'associations, d'institutions, même en politique, qui sont présents, qui peuvent vous aiguiller, auxquels vous pouvez participer. Puis il y a aussi une autre voie qui me plaît bien, c'est celle de construire en parallèle d'une civilisation décadente un nouveau modèle de civilisation, peut-être à petite échelle, mais de faire des tentatives qui sortent complètement du cadre. Voilà, je vous laisse aussi des propositions d'associations, la branche santé, climat, environnement pour l'AEMG, mais les médecins en faveur de l'environnement, One Health Alliance, les engagés pour la santé, c'est toutes des choses qui se passent en Suisse. Et puis sinon, il y a des mouvements citoyens qui sont très, très intéressants et qui ont une volonté d'agir rapidement. Il y a Doctors for Extinction Rebellion à Lausanne, Extinction Rebellion aussi avec une chaire à Genève. Et puis, la grève pour l'avenir, je vous invite à y prendre part au mois de mai. Et sinon, dans notre service du SMPR ou HUG, on a ce groupe d'éco-responsabilité qui est assez ouvert, mais pour l'instant, une activité relative.
et Unisanté, qui est très active. Et puis finalement, je voulais dire que j'ai parlé, j'aurais dû le dire au début, tout ça, c'est mon travail à moi. Ça n'a rien à voir avec mon travail. Je ne représente pas du tout l'institution pour laquelle je travaille en exprimant mes propos. Voilà, je vous remercie et je suis désolé du super long temps que j'ai pris. Je vous cède la parole. Merci beaucoup Armand pour cette présentation très, très riche. Effectivement, l'heure tourne, donc je vous propose qu'on passe directement à quelques questions du public. Je vois qu'il y a déjà une question qui a été posée dans le chat et qui est pour John. Donc, John, une question a été posée qui demandait à quel point les recommandations résultant de ton étude ont-elles été appliquées par les cabinets avec lesquels vous avez travaillé? On a fait un petit travail après être passé dans les cabinets, donc on est retourné, enfin on a envoyé un questionnaire une année à peu près, où on a en fait donné les informations et puis chaque cabinet a eu son éco-bilan. Et puis on leur a demandé un peu comment ça avait changé. Et puis la plupart des cabinets ont pu appliquer ce qu'on avait proposé. Surtout, il y a eu c'est assez étonnant parce que autant on pourrait se dire, bon, il y a peut-être un biais de sélection parce que les cabinets qui ont été volontaires pour participer à l'étude étaient plutôt des gens, on pourrait se dire, avec une sensibilité, une fibre environnementale. Par contre, il y a du personnel dans le cabinet où quand moi je suis arrivé pour faire un petit peu mes mesures, on m'a regardé un petit peu de travers en me disant non mais moi je vais certainement pas changer mes habitudes, je vais continuer à venir en voiture et autres. Et puis en fait j'ai appris après coup qu'il y a des personnes chez qui ça avait impacté du changement, des gens qui ont décidé de plus venir en voiture par exemple et de prendre les transports publics pour venir au cabinet. Donc je pense qu'en donnant de l'information, comme disait Armand, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont recevoir la formation. Peut-être que quand vous allez expliquer un certain nombre de choses aux gens, que ce soit pour les cabinets ou que ce soit par rapport au changement climatique, probablement que la première chose que vous allez recevoir comme réaction, c'est de la colère ou effectivement du déni. Mais je pense que l'information, elle fait un petit peu son cours dans la tête des gens. On peut vraiment faire plein de parallèles avec nos patients, nos patientes. Mais je pense qu'en donnant l'information, on fait déjà une partie du travail. Merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose, c'est que si quelqu'un dans l'Assemblée a une question, elle peut la poser sur le chat, mais vous pouvez aussi la poser directement. Je sais qu'il y a une possibilité sur Zoom qui est de faire une petite levée de main, ou alors vous pouvez simplement lever la main pour qu'on vous donne la parole. Oui, alors monsieur Michel Rossier, s'il vous plaît. Vous êtes sous mute, par contre on ne vous entend pas, il faudrait que vous remettiez... Est-ce qu'on m'entend maintenant? Oui, on vous entend très bien. Donc, moi, je suis un médecin de 60 ans, je suis un médecin radiologue qui pratique dans le canton de Neuchâtel. Et puis, je voulais juste témoigner un petit peu de mon historique par rapport, par rapport à ma situation de radiologue dans la médecine de Suisse romande. Donc, toute ma carrière, je l'ai faite avec des médecins radiologues qui, comme moi d'ailleurs au départ, peut-être en partie, étaient soucieux plutôt de la rémunération, de l'argent, que finalement des soins amenés aux patients. Ce que j'ai constaté, c'est que dans les cabinets de radiologie, l'important, c'était de faire des examens qui rapportent de l'argent. Donc, je suis allé dans des cabinets, des amis qui travaillent de ma génération aussi à Berne et à Lausanne, et ils m'ont dit qu'ils ne faisaient pas d'examens bon marché quand je leur proposais de faire des examens avec des microbules ou des choses comme ça, des échographies. Et petit à petit, je me suis mis à faire de l'échographie plutôt que de la radiologie en IRM et en scanner, en constatant qu'on pouvait faire des examens absolument pointus et faire des diagnostics très fin avec cet appareillage qui remplaçait énormément d'IRM et de scanners, surtout des IRM d'ailleurs pour l'appareil osteo-articulaire. Donc j'ai fondé un cabinet avec un collègue dans le canton de Neuchâtel, et puis on fait énormément d'examens de ce type-là. On fait aussi des conférences pour expliquer aux médecins généralistes et aux autres médecins qu'on peut aussi faire des diagnostics sans aucun examen. Il y a plein de diagnostics qu'on peut faire en osteo-articulaire sans examen. Et ma difficulté, c'est de trouver aussi des jeunes radiologues. Là, on cherche des radiologues pour travailler avec nous avec cette mentalité-là.
Et puis finalement, on voit personne poindre à l'horizon avec cette, chez les jeunes. Justement, on voit maintenant il y a des manifestations pour le climat, etc. Et on voit pas vraiment d'attrait, en tout cas chez les radiologues, pour faire une radiologie un peu alternative. Et c'est vrai que l'échographie est un petit peu mal vue dans la population parce que les gens ne connaissent pas finalement tout le pouvoir de ces examens-là. Et voilà, c'est un petit peu ma réflexion. Donc, j'ai trouvé que moi, au départ, dans la médecine, j'étais un petit peu idéaliste. Et puis, petit à petit, dans les cabinets dans lesquels je me suis trouvé, finalement, ce qui était vraiment important, c'était surtout l'argent, plutôt que de faire des examens plus écologiques, sans produits de contraste. Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, les tendinopathies, actuellement, dans beaucoup de cabinets de radiologie, on fait des IRM et on injecte du gadolinium, alors que c'est un métal lourd qui va se déposer dans le cerveau. Et puis, il n'y a aucune réflexion sur est-ce qu'on pourrait faire autrement. Et là, je trouve que ça rapporte tellement d'argent que ça attire le système vers ce type d'examen. Et bon, heureusement, en France, ils n'ont pas bénéficié de l'IRM pendant de nombreuses années. Et ils ont développé des sociétés d'échographie osteoarticulaire qui sont extrêmement pointues et qui nous permettent qui nous transmettent ces connaissances si on a la curiosité d'y aller. Et on peut éviter ce type d'examen, ce type de produit de contraste qui est potentiellement un petit peu dangereux. Et là, je pense que voilà, je voulais juste vous témoigner de mon historique par rapport à l'évolution de la radiologie et de mon évolution personnelle qui se dirige plus vers l'échographie que vers des examens beaucoup plus rentables, mais en même temps, qui ne sont certainement pas d'un point de vue écologique satisfaisants. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, ce n'est pas une question, mais... Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. C'est vrai que c'est quelque chose dont on entend très peu parler, donc ça fait plaisir d'entendre ça. Est-ce que... Oui, je vois une deuxième main de Madame Anne Maher, s'il vous plaît. Bonsoir, je ne suis pas du tout du monde médical, je suis la coprésidente des aînés pour la protection du climat. Je vous remercie pour vos deux présentations tout à fait intéressantes et passionnantes. Et j'ose imaginer que le monde médical a quand même certaines notions par rapport à ce qui se passe et tout ce que vous avez présenté, Monsieur Tanner, concernant l'état de la planète, du climat et de l'environnement. Et donc, nous, les aînés pour la protection du climat, nous nous battons précisément pour notre santé qui est en danger, notamment à cause du changement climatique. Et nous menons une action judiciaire. C'est une première en Suisse. Vous avez peut-être entendu parler de cette action judiciaire. Donc, nous avons parcouru toutes les étapes en Suisse, commencé par le gouvernement qui ne fait pas le job. J'ai fait de la politique pendant de nombreuses années et toujours malheureusement dans une minorité. Et on s'aperçoit que le politique a un courage à géométrie variable et que quand il s'agit de prendre des décisions fermes, importantes et urgentes, on n'appuie pas forcément sur le bon bouton. Donc, ne faisant plus de politique, vu que je suis une femme âgée, j'ai adhéré, j'ai été cofondatrice de cette association. Le gouvernement, quand on a déposé notre requête, nous sommes bien entendu aidés par des juristes pointus en droit de l'environnement. Le gouvernement a botté en touche, il n'est jamais entré sur le fond, puisque le fond, c'est le droit fondamental à la santé et à la vie, qui figure dans notre Constitution et dans la Convention européenne des droits de l'homme. Nous avons bien sûr basé aussi nos arguments sur l'accord de Paris et on ne va pas plus loin que 1,5 degré. Tout ce que vous avez expliqué montre qu'on y va bien au-delà. Nous avons donc utilisé le droit de recours au tribunal administratif fédéral qui, de la même manière, a botté en touche, n'est pas entré sur le fond, toujours avec des histoires de recevabilité. Nous avons été jusqu'au tribunal fédéral qui, de la même manière, avec un peu d'autres arguments disant qu'on n'était pas encore à cette urgence des 2 degrés et que donc il n'y avait pas lieu de s'agiter et de prendre des mesures. Nous avons saisi la dernière étape et nous avons en novembre déposé notre requête à la Cour européenne des droits de l'homme. Et nous sommes une association avec 2000 membres d'ENEIE
pour la protection du climat parce que nous sommes particulièrement fragiles et atteintes et vulnérables, ce qui fait que nous avons créé cette association pour mener l'action judiciaire. Donc, je vous remercie toutes et tous de vous engager encore étudiantes ou déjà pratiquants et pratiquantes pour qu'au niveau, effectivement, de la santé, les choses changent et nous continuons à suivre tout ce qui se passe. Bien entendu, nous sommes très actifs, notamment avec les jeunes. Nous entendons pas rester les bras ballants, bien que nous soyons âgés, mais nous avons encore l'énergie, la motivation pour aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci à vous pour ce témoignage très, très touchant. Je vois que l'heure tourne, donc je demanderai s'il y a une dernière question peut-être que quelqu'un souhaiterait poser. Je pense que quelqu'un a levé la main C'est Dorota, je crois. Oui, bonjour, Dorota Retelska. Moi, je m'intéresse pas mal à l'évolution du climat et notamment le GIEC a dit que les catastrophes climatiques se produisent plus vite que prévu. Et aussi, il y a des changements. Cette année, il y a eu des changements de température brusques de 40 degrés en une semaine, de moins 20 à plus 20 en Allemagne. Nous avons été aussi touchés, mais un petit peu moins. Et on voit aussi des tempêtes plus fortes, des pluies plus fortes, enfin plein de changements qui se produisent déjà. Et je pense qu'il est possible, dans une dizaine d'années, on peut s'attendre à avoir vraiment des événements, des catastrophes se produire en Suisse et qu'il faut se préparer à soigner, avoir du matériel médical pour soigner des gens dans des tempêtes, des inondations, des vagues de chaleur, savoir peut-être prévoir des abris pour des températures de 40, 45, 50 degrés. Il faut vraiment essayer de mettre ça en place maintenant. Je pense qu'on a encore le temps, mais on a quelques années, mais dans quelques années, ce serait bien d'être prêt. Merci beaucoup pour cette intervention et effectivement, c'est toujours un bon rappel à avoir. Avec ça, je pense que nous allons donc conclure cette conférence. Je tiens à remercier particulièrement et très chaleureusement à la fois John et à la fois Armand. C'était deux présentations très, très enrichissantes et ça nous fait grand, grand plaisir que vous soyez là avec nous. Je vous rappelle à tous et toutes que la conférence a donc été enregistrée et vous pourrez la retrouver sur nos réseaux sociaux. C'était aussi la première conférence faite par la branche. On n'espère pas la dernière, donc on vous tiendra au courant pour nos projets futurs. Merci à tous et avec ça, je pense que je peux vous dire une bonne soirée.